Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la conférence a déjà commencé. Donc, la conférence se passe donc, à l'école à Morvan, collège lycée Morvan à Paris, qui est donc une école où il y a des élèves sourds et des élèves entendants dyslexiques. Voilà. Donc, dans la conférence, c'est interprété à l'oral. Là, j'ai pas mis le son, comme ça, je peux m'exprimer. Et puis, je pourrais faire. Je mettrai le son pour vous. Alors, normalement, ça devrait commencer à 6h30. Mais ça a commencé avant. Mais bon, ce n'est pas grave. On va commencer maintenant. Alors, les sourds là-dedans, J'espère que vous m'entendez. Donc, je vais également laisser parler mes collègues sur ce thème-là. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Stéphanie. Et toi, ça va? D'abord, merci Morvan de m'avoir invité. C'est une longue histoire ici, donc je vais parler de plusieurs petites choses. Il y a une bibliothèque avec sourds en 1977 grâce à l'UBB, au théâtre de l'UBB. Avant ça, le monde avait une culture qui était en silence en fait. Ouais. Donc ce théâtre nous a permis de leur faire sourds en 1977. Ça s'est diffusé, les sourds ont commencé à aller au théâtre. Et puis presque 20 ans après, enfin pas tout à fait, en 1993, moi je suis devenue conférencière sourde. Alors, il y a le nom, c'est avec Nadia Chemoun, avec sourde. Et on en a parlé. Et j'avais envie de devenir conférencière. Moi, depuis tout petit, j'adorais les musées, j'adorais les histoires comme ça, aller voir les petits tableaux au musée, les couleurs, j'adorais ça. Mais je me suis dit que c'était pas possible de travailler là-dedans. J'avais envie de travailler là-dedans. Je ne pensais pas que c'était possible, mais j'étais très curieuse de ça. Et donc, j'ai rencontré Béatrice Béré, qui est évidemment entendante, diplômée de l'école du Louvre, et qui avait envie de donner une chance aux sourds, de les former pour faire ça. Donc, elle a fait une formation privée continue sur 4 ans, des cours du soir, et moi j'allais au musée. C'était vraiment une période incroyable, c'était une aventure incroyable. J'ai appris énormément de choses. Et puis finalement, j'ai été diplômée. 10 candidats, on est 8 à avoir été diplômés. Et puis, depuis, je suis conférencière au musée. Et je vois donc effectivement le théâtre musée, il y a des pièces avec des personnes sourdes, mais les musées, c'est pas trop le cas. Et quand on a fait, c'est pas pour conférencier sourde, qu'on a vu qu'en fait, ça avait un intérêt, ça marchait, c'était vraiment une aventure incroyable, une belle aventure. Ah oui, je vais ajouter aussi, voilà, petit hommage à Guy Chevaux. Guy Chevaux, lui, c'est pour ça qu'il était conférencier en 86, mais à la Cité des Sciences. C'est vrai qu'il y a énormément de musées à Paris. Et voilà, moi j'ai eu la chance que Béatrice Béré a créé cette formation. Les débuts ont été un petit peu difficiles. Et puis finalement, les choses ont avancé. Et il y a une personne, Laure Bayeul, qui est entrée au musée, qui est entrée à l'école de Louvre, qui a passé le relais. Ah oui. Monsieur. En termes de guide conférencier sourd, le premier en France ici,
Et le diplôme a été créé ici en France en premier. On est les premiers au monde. Et c'était en 1986 avec le Guy qui était donc médiateur scientifique. Et en 93, en 89, il a permis ensuite de transmettre ça à ses collègues qui ont été formés. Et en Angleterre, c'est venu bien plus tard, en 2012. Donc, ils ont embauché la première personne dans un musée en 2012, c'est-à-dire qu'avant, en 1998 jusqu'à 2012, la France était pionnière dans ce domaine. Oui, effectivement, le monde a été au courant que la France a fait ça. Alors moi, je me rappelle, il y a des Chinois qui étaient venus. Alors pour la communication, c'était un peu compliqué. On a vu la LSAC, les internationaux. On s'est débrouillé. Bon, les enfants, eux, n'arrivaient pas à comprendre, bien sûr. Mais c'est un peu souvenir. Et puis ça s'est développé donc les conférences en ligne. Donc pendant 4 ans, moi je suis une formation. Donc tous les soirs, toutes les semaines, j'allais me former. Pendant 3 ans, j'ai eu des cours d'histoire et après il y a eu un an sur les monuments. Voilà. Quand je suis sortie diplômée, on était 8 personnes diplômées sur. Enfin, on a 2 qui sont retirés. Il y en a un qui est en retraite. Et en 93, on a commencé à essayer d'attirer un peu plus de personnes qui allaient se former. Mais, on disait, mais venez, il y avait des conférenciers en tournant, on peut faire avec les interprètes, mais non, on voulait attirer des personnes pour qu'elles se forment. Et c'est ce qu'on a fait. Donc à Paris, en termes de conférenciers, moi je suis juste à Paris, hein, je ne sors pas de Paris parce que se déplacer en France, il y a déjà pas mal de mobilités à Paris, c'est très bien. Pardon. Voilà, donc vous voyez la liste là des musées qui apparaît. Le Louvre, le musée d'Orsay, tous ces musées. Bah, qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y a eu un bug, un problème technique. Donc, bienvenue aux personnes. T'étais pour regarder le live direct de Facebook de l'établissement, bon, le collège-lycée, où il y a donc une conférence. Et dans la conférence, il y a un interprète. Le interprète. Attendez, je recharge la page. Par exemple, Voilà. C'est bon. Il y a un problème technique. Oui, je pensais à quelque chose que vous avez dit par rapport aux différents musées. Il y a 2 organismes majeurs. Donc il y a le CMN, le Centre des musées nationaux. On reconnaît souvent le logo, c'est pour ça que le signe en signe, ça ressemble un peu à tous ces dounes qui se dressent. C'est une image qui est assez connue, je pense que vous l'avez déjà vue. Et donc ça c'est en France l'ensemble des musées. Nous, on travaille là avec Jean-François. Et il y a un deuxième gros organisme qui fait des expositions d'art, de peinture, et c'est le RMN. Il se signe comme ça. C'est-à-dire que nos conférences, en fait, c'est on rassemble toutes les conférences. Voilà le c'est la réunion des musées nationaux. Avant, on disait direction des musées nationaux et ça a évolué en RMN. Et donc, on le signe comme ça. Et donc, vous pouvez peut-être tous les deux présenter ça. Donc, moi, j'ai fini ma présentation et je passe la main à Laure. Merci de votre écoute. Bonsoir à tous. Donc, je me représente. Je suis Laure. En fait, c'est vrai que c'est important de faire le lien avec mes collègues. Pardon, je retire mon masque. Voilà, pardon. Donc, je prends le relais sur l'expliquer. Donc, comment je suis devenue conférencière. Autrefois, j'ai été élève à Morvan ici, donc en classe de terminale. Justement, il y avait une femme qui était très compétente dans le domaine. Il s'agit de Béatrice Doré, dont on a parlé tout à l'heure.
Et elle nous a proposé à toute la classe de terminale, en fait, un concours pour entrer à l'école du Louvre. Moi, quand elle a proposé ça, j'ai dit que l'école du Louvre, je ne savais pas trop ce que c'était, qu'elle nous a expliqué qu'il y avait des questions. Et j'ai été très motivée pour participer à ce cours, pour entrer dans l'école. J'ai posé, il y avait plein de questions de culture générale, de choses comme ça. Et c'est grâce à cette femme-là, en fait, si elle n'avait pas été là, moi, je n'aurais jamais eu ce parcours-là et je n'aurais jamais fait. Donc, merci à elle. Ça a été une formation qui a duré 4 ans, un master d'histoire de l'art. Ça a été difficile en termes d'accessibilité pour avoir des interprètes, pour suivre les cours, la prise de notes, parce qu'on était en amphi. Enfin, voilà, je ne passe ces détails. J'étais la première élève sourde à l'école du Louvre. Et après, il y a un autre élève qui a réussi, Alexis. Ah oui, c'est Alexis Bousset qui a réussi à l'école du Louvre. J'espère que, voilà, à l'avenir, il y aura d'autres personnes qui auront envie de passer ce concours de santé et d'études. Parce que, voilà, l'accessibilité, ça a amélioré depuis l'époque. Moi, c'est de la préhistoire hein, quand je suis de ce cours-là et c'était compliqué, maintenant c'est mieux. Et en même temps, bien sûr, j'ai travaillé avec des enfants aussi sur les pratiques artistiques, etc., sur des ateliers. Et également, j'ai fait des cours particuliers avec des élèves. Voilà, en tant que conférencière, je leur expliquais des notions d'histoire, etc. J'ai également voyagé beaucoup, par exemple en Italie, à Rome, dans les châteaux de la Loire, à La Réunion, donc, au Japon. Enfin, j'ai fait divers pays, dans un pays arabe aussi. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter? Je pense que voilà. Merci de m'avoir écouté. Super. Ouais. C'est à moi. Je me présente. Je m'appelle, je suis Sandrine. J'ai un profil un peu différent des deux personnes précédentes. En fait, moi, j'ai été embauchée à temps complet en CDI au CMN. À temps complet, c'est-à-dire que j'ai diverses casquettes et je fais beaucoup de choses, c'est très large. Je suis médiatrice culturelle. Je fais notamment je gère divers projets sur le développement de l'accessibilité pour les personnes sourdes. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement guide conférencière, je travaille aussi effectivement en tant que militante pour la sensibilisation, pour essayer d'arranger l'accessibilité. Par exemple, s'il y a un lieu qui est restauré et qui va ouvrir, être inauguré, moi j'essaye de leur expliquer comment ils peuvent s'arranger pour que ce soit accessible aux personnes sourdes avec une tablette, une application, quelque chose où on peut voir une personne qui s'exprime en langue des signes. Également, alors, s'il y a des personnes sourdes qui veulent devenir guides ou qui travaillent en tant que guide, je peux aussi les rencontrer pour des entretiens d'embauche ou les former, les évaluer, les conseiller. Et ça, dans toute la France, en fait. Parce que le CMN, c'est dans toute la France. Aujourd'hui, on a deux pays conférenciers en France. Et parfois, on est 10, parfois, on est 6. Ce n'est pas toujours stable. Mais les guides conférenciers ne sont pas tous entendants, en fait, à temps plein. Contrairement aux entendants, il y en a qui font ça de temps en temps, une fois par mois, 2 fois par mois, en fonction des thèmes qu'ils trouvent intéressants à présenter, des expositions. Et donc, moi, j'essaye aussi de m'organiser avec les guides conférenciers quand ils ont des dates de livres, des choses comme ça. Par exemple, pour le festival Clin d'œil, j'ai aidé à organiser ça et en même temps, j'en profitais pour faire des visites sur l'histoire. Voilà, en parallèle, je fais différentes choses. J'organise les programmes des visites, mais c'est pas facile parce qu'en fait, il faut être en contact avec les étudiants, vérifier au niveau du créneau horaire que tout va bien, que tout va être bien organisé. Ensuite, s'assurer aussi que le guide sera disponible, etc. Et enfin, on peut diffuser l'annonce, permettre aux personnes de réserver par mail ou pas. Parfois, il y a beaucoup de réservations dans les complets, donc on est obligé de demander une deuxième personne, un deuxième guide ou quelque chose. Et donc, les monuments, des fois, quand on leur propose l'accessibilité, ils se disent mais les personnes sourdes, il n'y en aura pas beaucoup. Et en fait, si, il faut les convaincre, mais moi, je fais la passerelle, comme ça, tout le monde est dans son rang et le monde est
Et l'avantage de mon métier, en fait, c'est que comme je suis à temps complet, je suis au bureau aussi de temps en temps, donc s'il y a des personnes sourdes qui ont envie de réserver quelque chose, qui ne savent pas comment faire, qui ne sont pas à l'aise avec les données, etc. Ben moi, justement, je peux leur répondre en vidéo, on peut communiquer en direct comme ça, et ça permet aussi de développer l'activité de cette façon-là. Et ensuite, ils peuvent venir participer aux visites en groupe. Et, et donc, je leur réponds que, effectivement, s'ils ont besoin de ne pas passer par les clés, mais de passer par le code, ou alors qu'ils communiquent par SMS, ou toute autre façon de s'arranger, eh bien, je suis là pour leur répondre et ensuite, moi, je peux regrouper les demandes et les envoyer plus haut. Et c'est vrai que souvent, je remarque qu'on sollicite pour ça, mais en France, on est très peu à faire ça. Je crois qu'on a 3 postes, un à la Villette, un au CMM et un à Pompidou. Il n'y a que 3 personnes sourdes qui travaillent à temps complet, moi compris. Donc, alors qu'en France, enfin voilà, il faudrait encore que ça se développe, c'est pas fini, mais c'est pas. Donc là, ce que vous voyez sur les images, c'est, ça vous dit, par exemple, le problème d'un château qui serait trop loin et perdu dans la campagne, et qu'il n'y ait pas de personne conférencière sourde qui puisse assurer la visite. On peut dans ce cas-là la remplacer par une tablette, et dans la tablette, on a des vidéos qui présentent les choses. Après, on peut s'inquiéter du budget parce que bah, si on veut faire une visite et prendre un interprète, peut-être que le CNS n'aura pas les moyens et qu'il faudra y mettre le budget. Et donc moi, je suis là aussi pour leur expliquer c'est quelles questions peuvent être posées, etc. Et on peut préparer justement une présentation sur tablette, ce qui sera peut-être adapté au public sourd. Ça va être différent d'un entendant qui va présenter les dates une par une et parler comme ça. Pour le public sourd, peut-être qu'on va plus se concentrer sur des anecdotes ou des fois voilà, des choses qui vont plus captiver. On va essayer de ne pas se concentrer sur l'information scientifique ou technique, mais plutôt de permettre aux personnes d'écouter, de se rendre compte comment ça se passait dans l'histoire, de visualiser les choses. Et donc, ce qui est important là, c'est de voir qu'il y a des sous-titres. Donc, il y a de la langue des signes et des sous-titres, ainsi que des images. Par exemple, voilà, si je veux expliquer une peinture, il va falloir que je puisse montrer en fait sur la peinture les choses et que la personne puisse faire le lien entre ce que je suis en train d'expliquer et ce qu'elle voit sur le renard. C'est pareil sur cette image en bas, si je veux expliquer s'il y a voilà, le seigneur du château qui s'appelait et que je répète tous les noms, bien sûr, personne ne va vraiment suivre toutes les épellations. C'est mieux de montrer les mots déjà écrits et de pouvoir les compter parce que ça gagne du temps, ça permet de comprendre plus facilement et d'avoir une équipe qui sera plus fluide pour une vraie qualité et qu'il n'y ait pas d'informations qui manquent en fait, que l'accessibilité soit complète. C'est-à-dire qu'il faut adapter la forme et la rendre plus visuelle en fait pour les personnes. C'est ça mon travail. Je crois que j'avais une question au sujet du son et il n'y a pas de son sur ces vidéos. En fait, c'est des applications tablette qui sont faites pour les sourds. Et donc c'est directement en LSF. Après, il y a aussi la même chose qui existe en anglais et en français, mais si on choisit le langue des signes, c'est pas considéré comme un handicap, c'est juste qu'on le fait dans une langue différente. Et ça, ça se fait depuis 10 ans. Et je fais ça, c'est mon métier depuis 10 ans. Voilà, globalement. Et voilà, tout ce qui est culture, conférences, etc. Il ne faut pas forcément toujours un diplôme de niveau très élevé. On peut être aussi souple s'il y a des personnes qui sont motivées pour devenir guide. Ce qui est important, c'est la passion de l'histoire, la passion de la transmission du savoir, être pédagogue, avoir envie de transmettre. Et ça peut être des éducateurs, des professeurs. Enfin, il peut y avoir des métiers assez variés, ça peut être des cadres. Vraiment, ce qui est important, c'est l'envie, la motivation pour faire ce travail. Parce que en fait, on voudrait que le métier de conférencier ne soit pas forcément toujours un métier à temps complet, que ce soit un métier qu'on puisse faire de façon ponctuelle aussi, quand on a la motivation, quand on a après le diplôme qui atteste. C'est pas le plus nécessaire. Vraiment, le plus nécessaire, c'est la passion, c'est l'envie de transmettre. Mais après, moi, je suis là aussi pour continuer et je passe le relais à mon. Il y a des problèmes Internet dans l'établissement.
Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis un ancien élève. J'ai été en classe ici, dans cette même salle, donc la boucle est bouclée. C'était vraiment cette classe, quoi. Et moi, j'étais très, très fort en histoire, justement, le cours qu'on avait ici. Et depuis tout petit, j'adore l'histoire. Parce que voilà, comment est-ce que je suis devenue guide? Parce que c'était ça, c'était la communication directe, vraiment ça que j'aime. La pédagogie, pouvoir partager une culture, échanger directement. Le rôle de l'interprète, c'est pas forcément de s'adapter à ce niveau-là, donc c'est vraiment la traduction. Et moi c'est pour ça que je voulais que tout s'appelle en direct. Et donc, je me posais toujours la question, enfin, c'est vrai que comment on pouvait devenir guide, enfin, sur l'accès méthodique de l'histoire, enfin, vraiment, j'étais très attirée, j'adorais tout ce qui est, quand on me racontait l'histoire. Et donc, c'est vrai que les enseignants avaient leur pédagogie pour nous enseigner. Moi j'étais un peu noyée parce que c'était pas facile de m'adapter à ces cours-là. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas fait le choix d'aller tout de suite vers l'histoire. Je suis partie sur un autre métier chez Orange. J'étais cadre accessibilité chez Orange et, pendant très longtemps. Et bien sûr, je continuais de mon côté les voyages, j'adore ça. J'ai une fiction, enfin, avec des enfants, etc. Enfin, j'adorais avec des amis leur raconter les choses et ils me disaient mais tu pourrais devenir guide. Et moi j'y croyais pas trop, mais c'est vrai que je sentais une frustration par rapport à ça. Ça me faisait de la peine de ne pas voir cette accessibilité pour les personnes sourdes. J'avais envie de faire tomber cette barrière en fait et que ce soit ouvert à tout le monde et même que les personnes qui connaissent très bien l'histoire ou d'autres qui ne connaissent rien, en fait. Je pensais que justement, l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir donner des choses, donner des idées, planter des graines un petit peu pour qu'ensuite les gens cultivent un intérêt pour l'histoire. Et donc, justement, voilà, on a parlé du RML, etc., les tableaux au Louvre, pour moi, c'était pas ça. Moi, c'était vraiment l'architecture, la géopolitique, tout ça, enfin, les monuments. Et donc, il y a ma collègue Sandrine, qui est une plusieurs fois, et ça m'a un petit peu interrogée. Et elle m'a un petit peu mis un coup de pied aux fesses petit à petit pour que j'y aille. Les amis on s'est poussé, donc on a pris rendez-vous. Et elle m'a dit que c'était absolument possible, en fait. Elle voyait par rapport aux questions que je posais, que je connaissais déjà pas mal de choses. Et donc, elle m'a présenté la formation. Et c'est vrai que, moi qui ai toujours adoré l'histoire, c'est vrai que je connaissais déjà pas mal de choses, donc j'ai pu réussir l'examen et un peu le CMN. Et c'est vrai qu'avant, moi, je racontais tout ça à mes amis, à ma famille, et là, je me retrouvais face à du public que je ne connaissais pas, et donc il fallait que j'ai une bonne attitude, que comme je peux me retrouver avec des personnes qui allaient critiquer ma façon de présenter. Et bon, bien sûr, là, récemment, avec le Covid, les visites ont beaucoup moins eu lieu, mais moi, j'étais à la Steam Car Club. C'est vrai que j'aime beaucoup les voitures. Donc, je suis présidente de cette association, Death Car Club. Et j'ai parlé de ça notamment. Enfin, j'ai découvert en France, dans cette région, en Normandie, en Auvergne, en Alsace. Il y a, par exemple, il y a des cultures avec des nourritures différentes. Il y a les châteaux qu'on peut entrer, découvrir. Et c'est important qu'il y ait un guide sourd là, en fait. Moi j'aime que, justement, que les visites se fassent en direct, pas avec un guide entendant. On a la communication différente, parce que souvent on aime les phrases un peu plus courtes, souvent avec
va prendre une phrase moins longue, mais ça va être un peu plus concis. Et puis c'est une communauté où on partage la même langue, la même culture, des passions en commun, et notamment voilà, ce club. On a du mal à voir, qui est un ham, on a dit que c'est normal. Et chez lui aussi, ça ham un petit peu. Voilà. J'ai envie d'ajouter quelque chose. Vraiment, merci des témoignages. Je crois que c'est très intéressant. Moi, je voulais ajouter. Sandrine disait qu'en France, il y avait 3 postes à temps plein. Et moi, j'ai oublié de dire que moi, je suis conférencière, mais j'ai un autre travail à côté. Donc, j'arrange mon emploi du temps, en fait. Le soir, le mercredi soir. Rarement, rarement, mais le samedi, par exemple, dimanche, exceptionnellement, enfin, je vais en fonction de mon emploi du temps, mais c'est un temps partiel. Et mais c'est vraiment, je fais ça parce que c'est une passion là. Donc, oui, des fois, je travaille le week-end, mais là, c'est vraiment une très forte passion pour moi. C'est pour ça. Et vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je profite également pour ajouter le métier effectivement de guide conférencier, c'est très peu à temps plein. Moi aussi, je suis obligée de travailler à côté. Je fais des interventions de sensibilisation dans les entreprises au niveau des ressources humaines pour essayer de convaincre les chefs d'entreprise d'embaucher des personnes sourdes. Donc, c'est vrai que voilà, c'est pas à temps plein. Mais c'est vrai qu'il y a peu, en fait, au RMN, il n'y a pas de personnes, de postes à temps plein de personnes sourdes. Donc, moi, j'aimerais bien, mais c'est un travail de longue haleine de convaincre les dirigeants de changer les choses, et ce sera vraiment important. Donc voilà, j'en profite pour signaler ça. Et voilà, on voulait montrer aussi ces photos de ce qui se fait en France. On a voilà, les différentes personnes, les différentes guides conférenciers. On a Smaud qui est décédé l'année dernière, qui était médiateur culturel scientifique. Alexis, voilà. Et tu voulais aussi, Jeff, rajouter quelque chose? Oui, j'ai aussi oublié par rapport à Sandrine. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir Sandrine et en tant que conférencier quand tu parlais d'accessibilité, en fait, c'est pas à moi de le faire, c'est Sandrine qui a déjà tout préparé. Moi, je cherche les informations, je cherche les livrets sur l'histoire, etc. Mais j'ai juste vraiment à lui demander, en fait, et elle va me faire des résumés, elle va me fournir les documents. Et j'ai juste à arriver et à demander alors qui sont les personnes qui ont réservé la visite, et tout a déjà été très mâché. Sandrine est un peu comme un fil rouge, une ligne rouge devant moi. Je voudrais aussi résumer un peu par rapport au recul que j'ai sur mon métier, sur la culture, la culture sourde, etc. Il y a plusieurs points. Donc voilà, la politique d'accessibilité effectivement est très variable selon les établissements. Il y en a qui vont préférer faire appel à des interprètes, d'autres qui vont dire oh d'accord, ils vont être un peu réticents, puis finalement quand ils vont voir comment ça se passe, ils vont adorer et faire tout le temps appel à des conférences voilà, parce que c'est un peu compliqué, ça dépend des réactions. Il n'y a pas en fait de critères vraiment clairs, de politique claire sur l'accueil du public sourd, de procédures véritablement définies. Donc tout ça n'est pas terminé. La région Île-de-France est très, très forte sur tout ce qui est accessibilité. En province, c'est plus compliqué, il y a très peu de guides. Voilà. Ensuite, les personnes qui travaillent dans ces institutions pensent que pour les personnes sourdes, c'est systématiquement la langue des signes qui convient, alors qu'en réalité, il y a le SPC, voilà, tout un tas d'autres façons, donc on a voulu leur répéter un peu ça.
Et des fois, ils pensent qu'un guide va tout connaître sur tout, mais ce qui n'est pas le cas. Un guide, c'est plutôt la politique, l'architecture, d'autres, ça va plutôt être l'histoire ou les tableaux. Enfin, il y a certes, on a les compétences en médecine, mais après, on a chacune nos spécialisations, nos spécialités, même plus. Et pour les personnes sourdes aussi, c'est pas évident parce que les personnes sourdes pensent que bon, bah, ils sont allés une fois dans ce château, c'est bon, je connais, j'y suis allée, mais ils ne se disent pas qu'ils peuvent y retourner en fait, parce que des fois il va y avoir d'autres expositions ou d'autres des visites ou des événements sur différentes choses, en fait, différentes thématiques. Ils disent bon, c'est bon, je suis allée une fois dans cet établissement, je connais, c'est bon. Pas la peine d'y retourner, mais en fait, si, enfin, vraiment, vous pouvez visiter plusieurs fois au même endroit et découvrir des choses. Et puis, il y a aussi, enfin, au niveau du prix, attention, pour, les parents qui accompagnent donc, leurs enfants une visite familiale au musée, les enfants pensent qu'ils peuvent laisser les parents pardon, pensent qu'ils peuvent laisser leurs enfants au guide et puis eux aller se promener et que les guides sont un peu comme une garderie, mais c'est pas le cas en fait. C'est, les parents ont aussi payé pour rester avec les enfants. La visite se fait en famille pour tout le monde en même temps. Ça, ça c'est pour vous donner un exemple d'une exposition sur l'histoire silencieuse des sourds qu'on a fait au Panthéon. Et moi, ce que j'ai remarqué, donc, pendant 4 mois, il y a cette exposition, énormément de personnes sourdes qui sont venues, c'est normal. Et puis, ensuite, parce qu'au niveau scolaire, en fait, j'étais très surprise parce que c'est la première fois que les écoles ont fait appel à 27 écoles ont fait appel à nous, c'est énorme. Et il y a vraiment un appui. Voilà. Enfin, c'était juste voilà, pendant cette période où on a été appelé par 25 écoles. Et moi, j'ai pas bien compris. Oui, parce qu'on a effectivement des enfants sourds, c'est compliqué de leur enseigner l'histoire. Là, c'est très pratique, c'est bien, on peut leur montrer. Et en fait, il y a vraiment ce lien avec leur handicap. Et ça m'a un peu mis en colère parce qu'on doit vraiment répéter la communauté sourde, elle a une culture, la culture sourde, mais on est aussi en France, on a aussi la culture française, on a cette double culture, cette double langue, cette double histoire, l'histoire en tant que sourd et l'histoire en tant que français. Et c'est, enfin, les enfants sourds, on peut leur enseigner l'histoire avec différentes manières, la langue des signes, les mimes, etc. Mais ce qui est important, c'est de leur donner des clés pour devenir des citoyens français. Ils sont sourds, mais des citoyens français. Donc, évidemment, il y a des sourds qui n'aiment pas l'art, qui n'aiment pas le cinéma, les films, etc. Chacun ses goûts. Mais en fait, que ce soit, voilà, dire qu'on ne peut pas enseigner l'histoire aux enfants sourds, c'est vraiment, ça me met en colère. C'est une conférence. Oui, on a fait 25 minutes, c'est très long parce que c'était au Panthéon, là, vous le voyez, normalement c'est 25 minutes, enfin, c'était 1 heure et demie. Voilà, enfin, je montrais que toute France s'est battue, la liberté, l'égalité, la fraternité de la France, ben, pour les sourds aussi, enfin, il y avait ce parcours. Mais il y en a examen, moi je ne connais pas l'histoire de France, des classe de 4e, de 3e qui ne connaissaient pas l'histoire de France. Voilà, c'est le drapeau de l'enrouge, la devise liberté, égalité, fraternité. Ils ne connaissaient pas tout ça. Moi je ne peux pas accepter que les élèves de cet âge-là ne connaissent pas ça en fait. Et ils ne vont pas voir les expositions qui sont faites peut-être avant ou après.
c'est important, on a cette double culture, c'est important de l'enrichir des deux côtés. Voilà. Merci pour ce que tu as dit. Bravo pour l'intervention. Alors, ce qui est important en fait en termes de culture, vraiment, pour la culture accessible, les personnes sourdes, en fait, c'est ce qu'on a dit. C'est qu'on a l'histoire de France et on a la culture sourde, et les deux doivent se mêler, les deux doivent aller ensemble. Dans la vie de tous les jours, on doit connaître ce qui s'est passé dans l'histoire de France. On va dire, moi, je ne connais plus la culture sourde. Enfin, on serait discriminé en tant que citoyen si on perdait de la valeur. C'est important, justement, d'avoir en parallèle ces deux cultures et de bien les avoir. Le plastique, le tout, on était bien. Ok, donc je vous laisse. Si vous avez des choses à dire. Au début, elle m'a dit que le tout, on était bien. N'hésitez pas à me dire que c'était mauvais. Mais moi, je vais gérer en fait, les prises de parole. Si vous m'appelez, etc. Enfin, si vous voulez parler en dessin, peut-être que c'est mieux de venir devant le tableau. Enfin, comme vous voulez, on va s'arranger. Mais moi, je ne suis pas méchant, je ne vais pas vous mordre. Allez-y. Je me mets où, là? Moi, c'est une remarque personnelle. Je remarque que la majorité des sourds ne connaissent pas trop l'histoire, ne sont pas forcément curieux, n'ont pas envie de se plonger là-dedans, ne sont pas passionnés. Et en fait, peut-être parce qu'il y a un manque, justement, ouais, il y a des choses qui manquent pour les attirer vers cette. C'est clair ma question? Qu'est-ce qui manque? Par rapport à cette question, justement, je peux essayer de répondre. Encore le masque, pardon. Mais je suis à fond en masque, c'est pour ça. J'ai l'habitude, mais non. Pardon. Donc, par rapport à cette question, oui. En fait, c'est vrai qu'il y a ce. Oui, moi, j'ai ressenti aussi que manque effectivement d'imprégnation dans les sujets d'histoire, etc. Et peut-être que c'est un problème social. Peut-être que. Voilà, on se concentre sur l'éducation oraliste, l'apprentissage de l'écriture, ce genre de choses. Mais alors, l'histoire, l'art, c'est pas du tout prioritaire, ça va le dernier. Pour répondre à la personne, l'indécis, c'est pareil. T'as plante un peu, c'est difficile de comprendre. Ils oublient peut-être de dire aux enfants qu'ils pourront apprendre l'histoire, etc. L'école et les parents, en fait, ce sont deux choses qui sont complémentaires. Donc, un enfant est éduqué, les deux jouent un rôle. Et en fait, c'est important que les deux l'encouragent à s'intéresser. Mais c'est une bonne question. Moi, je vais peut-être ajouter quelque chose. Donc, moi, ma maman est sourde. On est 3 enfants, un entendant et 2 sourds. Et en fait, moi, en fait, je participais, j'étais dans l'école spécialisée parce que c'était à côté, donc c'était bien, c'était pratique, il y avait l'orthophonie, il y avait les cours, maternelle, c'était CE1. Et quand on arrive en CE2 avec le programme d'histoire, la découverte du monde, donc ça en réunion, pour préparer l'année pour le CE2, etc., sur l'histoire, découvrir le monde. Et en fait, ce qui a été dit, c'est que on n'allait pas enseigner l'histoire aux enfants sourds parce que c'était trop compliqué, parce qu'ils étaient sourds. Donc moi, je me suis battue sur ça, en fait. Enfin, c'est ma passion, c'est mon domaine. Moi, je voulais que mes enfants aient des cours en LSF, apprennent l'histoire, qu'ils aient des vrais cours. Donc mes deux filles ont eu des cours d'histoire géo, et ça, c'était en 2015. En 2015, donc c'est récent, c'est-à-dire qu'encore dans les établissements spécialisés, on se dit, les enfants sourds, il faut mettre la priorité au français, au maths, à l'oralisme, puis après, en culture, l'histoire, l'art. Pour les personnes handicapées, c'est pas possible. Et ça, c'est encore le cas dans les établissements spécialisés aujourd'hui. Et en fait, le problème, c'est que donc, on est 2 parents d'enfants du même âge. Moi, mes enfants sont sourds et l'autre personne dont les enfants sont entendants. Et donc, après, la question, c'est aussi de faire confiance à l'école. Est-ce que faire confiance à l'école pour qu'elle enseigne ces choses à des enfants?
Et en fait, le combat n'est pas fini. Il y a encore des établissements qui font blocage comme ça. Et donc, moi, mon métier, c'est d'être guide. Et c'est important aussi qu'un professeur ou un éducateur spécialisé en ASF qui ne se sent pas compétent pour transmettre l'histoire, etc., puisse faire appel à moi ou s'enrichir de conférences pour continuer. Parce que souvent, en fait, ce qu'on remarque, c'est que le public sourd âgé, donc ceux qui ont connu le réveil sourd, qui ont découvert avec plaisir justement l'histoire, la culture d'accessibilité, ces personnes-là ont toujours peur de poser des questions bêtes, elles n'osent pas poser des questions, alors qu'il n'y a pas de questions bêtes, justement. On vient pour le plaisir, on vient pour découvrir des choses, et si on ne sait pas quelque chose, c'est pour ça qu'on est là. Et moi, mon rôle en tant que guide, c'est pas de dire, bah, moi je sais tout, vous ne savez rien, et c'est tout. Non, du tout. Justement, c'est posez-moi des questions, moi je répondrai avec plaisir, et il n'y aura pas, je ne me moquerai pas de quelqu'un qui ne sait pas. Justement, c'est mon militantisme à moi aussi d'essayer de montrer ça. Enfin, il n'y aura pas de jugement de valeur. Les sourds peuvent ne pas savoir des choses parce qu'ils ne les savent pas. Mais ce qui est important, c'est que justement, on se transmet des informations. Et au CMN, moi j'ai fait justement, je me suis battue pour créer des bilingues qui mélangeraient les sourds et les entendants. Les sourds, je le fais en langue des signes avec un interprète qui parle français. Et les entendants sont souvent ébahis en fait de voir que c'est comme une conférence donnée par un entendant, que c'est possible que le sourd fasse une conférence. Et donc je fais ma visite comme ça, et en fait les personnes de l'entendant sont très surprises et comprennent que effectivement c'est possible. Et ça permet de sensibiliser en fait à la fois le CMN, les personnes entendantes, et de montrer qu'on est à égalité avec les entendants et que voilà, qu'on a de la valeur. Dans mon expérience de conférencier depuis un certain temps, c'est vrai qu'au niveau du public, moi j'ai toujours l'espoir, j'ai toujours envie. On sait que c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes profils, on leur explique faire la conférence. Parfois, il y en a qui ne sont jamais venus et qui arrivent. Et moi, je suis très contente de voir du nouveau profil et j'essaye justement de les encourager à revenir parce que. Et une fois, voilà, moi je remercie une personne qui avait dit à ses amis de venir, c'est super, des conférences en langue des signes, bien. Donc ils étaient venus, ils étaient nouveaux, ils ne voulaient pas croire que ce serait super. Et moi j'étais fière, voilà. En fait, voilà, j'ai fait exprès aussi de porter de l'attention à ces personnes pour qu'ils comprennent tout bien et que tout se passe bien. Et ces personnes ont été très surprises. Elles ne savaient pas qu'on pouvait leur faire des conférences comme ça, en langue des signes. Et en fait, c'est jamais trop tard. Il est toujours temps de découvrir. Et vraiment, venez aux conférences. Venez, voilà, je sais que vous savez, vous êtes jeunes en plus, vous savez. Vous avez eu, voilà, vous êtes enseigné au niveau de l'éducation dans les années 50, 60, c'est vraiment l'audition, la réparation de l'audition, l'oralité. Et maintenant, ça s'ouvre de plus en plus, en fait. On fait plus en enseignement général et moins concentré sur l'orthophonie. Ça évolue, c'est différent aujourd'hui et les générations se comportent plus pareil aussi. Voilà, j'espère que vous, en fait, les jeunes, vous prendrez le relais. C'est la bonne. J'espère que vous aurez cette ouverture. Merci. Moi, je voudrais que voilà. Par rapport à ce qu'on a dit. Personnellement, je viens d'une famille de sourds. Je suis donc la troisième génération de sourds. Mes enfants sont sourds aussi, mais ils ont grandi. Et ma fille, et comme, voilà, elle a vu que je lui transmettais la langue des signes, elle a appris la langue des signes. C'est pas du tout concentré sur lui apprendre l'oral, le français, etc. Et quand elle était petite, l'histoire, elle n'en avait pas grand-chose à faire. Moi, j'ai essayé de l'encourager, mais elle n'était pas passionnée. Elle a fait des études. Et elle est très cultivée maintenant, en fait. Elle se rappelle de ce que je lui ai montré quand elle était petite, même si elle n'y prêtait pas grande attention. Elle sait, voilà, quand est-ce qu'on a eu le droit de vote, quand est-ce que. Voilà, elle connaît les dates importantes de l'histoire, la culture générale. Donc, vous savez la date. En 1945, vous savez le droit de vote des femmes. Vous saviez que c'était ça? Ça vous choque pas d'imaginer un événement
voilà, il y a nos grands-parents, ils ont connu cette époque où les femmes n'avaient pas le droit de voter. Et donc, c'est aussi le travail d'une génération à une génération de transmettre ça et que quand les personnes grandissent, elles aient aussi ces connaissances. Et il y a eu des combats qui ont été menés, des droits qui ont été gagnés pour lever des discriminations. Et c'est important d'avoir, de connaître l'histoire. Et donc, on disait comment attirer les jeunes dans la culture. C'est vrai que c'est difficile. Il y a plein de jeunes, même enfin, vraiment les jeunes qui aiment la culture, l'histoire, il y en a assez peu. Et, il faut commencer en fait à. Les enfants, souvent, ils ne savent pas, puis les parents sont un peu coincés, il faut les amener au musée en fait. C'est essayer de les amener là-dedans. Et puis par l'école aussi. Voilà, ça c'est important. Hein. Moi-même, c'est vrai que autrefois, enfin, l'histoire c'était un peu simplifié. Voilà, il y avait Louis XIV, il avait une couronne, il était mort en telle année, il était à Versailles. Quand il était mort, qu'est-ce qui s'était passé, tout ça, on ne nous la racontait pas. C'était, enfin voilà, on disait très peu. Et le résultat, c'est voilà, je vous l'avais dit depuis 3 ans, mais c'est vrai que je vois des nouvelles personnes qui arrivent et, et qui s'en fichent, puis finalement qui deviennent accros aux visites en fait. Donc le problème, effectivement, ce qu'on me disait, c'est des créneaux, voilà, c'est l'histoire dans les monuments, souvent ça finit à 6h30, donc c'est pas évident de pouvoir y aller. Les conférences, quand ils commencent à 4h, les jeunes sont en train d'étudier, ou ils travaillent, ou puis bon, le soir, des fois, ils ont des activités, le foot, etc. Donc c'est pas forcément facile de trouver un moment dans son emploi du temps, mais c'est très important. Et si je peux ajouter aussi un détail, c'est ça au départ, je disais qu'est-ce que c'est l'accessibilité à la culture, c'est également les familles, les personnes âgées, bah, c'est aussi effectivement les parents sourds qui arriveraient avec leurs enfants, et bah, ils vont pouvoir s'adapter aux jeux ou une personne âgée, enfin, ils vont pouvoir s'adapter en fait, à tout le monde et le public sourd, à l'intérieur, il y a des profils différents et donc il y a des parents qui vont dire vraiment je suis sûre mais qui ne peuvent pas comprendre en fait moi je suis sûre que mon enfant il entend il voulait ça. C'est la culture et l'accessibilité, c'est ensemble en fait. Chacun a ses spécificités. Il y en a qui va être l'oral, d'autres vont être en mode ah oui ça je connais, pouvoir aider pour les autres. Enfin, si on est là juste pour signer très rapidement et puis enfin, il faut s'adapter à tout le monde en fait. C'est pas, il n'y a pas une norme qui marche vraiment pour tout le monde. Il faut s'adapter à chacun. Et donc c'est ça un peu, on joue par rapport à tout ça. Il y avait une autre question, je crois. Bonjour, vraiment, je suis très, très grande merci de ce que vous avez expliqué. Même j'ai des enfants qui sont là en plus à l'école et je les accompagne, on va au musée. Ben, c'est vrai qu'il y a des choses qu'ils connaissent. Enfin, moi, des fois, je connais moins qu'eux. Et c'est vrai qu'il faut les encourager, c'est ça qui leur donne l'envie. Et il faut un peu les attirer là-dedans. Et donc, moi, j'avais une question. C'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de choses à visiter. On a la chance d'habiter à Paris. Je suis allée en vacances en province. Et comment on sait en fait que tel endroit est accessible, qu'ils ont des tablettes, où est-ce qu'on trouve ces informations? Parce que ça m'est arrivé d'aller dans un musée pendant que j'étais en vacances et que c'était pas accessible. Alors c'était dans une petite ville, mais voilà, je devinais un peu des choses, mais comment est-ce qu'on a un moyen de savoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en France historiquement, etc., comment on sait ce qui est accessible? Alors, je vais répondre parce que justement, ça fait partie de mon travail national et c'est vraiment ça arrache là-dessus. C'est très compliqué. Donc, il y a des musées, des fois, qui le marquent sur le site internet, mais des fois, c'est pas écrit, donc on ne trouve pas l'information.
Le deuxième problème, c'est des ressources sur Facebook, enfin, ils ne savent pas cibler en fait. Et leur dire qu'il faut aller sur le site sur le site de la ville à tel endroit. Donc j'ai un lycée, voilà, sur un château, c'est à tel endroit, puis finalement, il est arrivé sur place, il y avait un problème technique, et donc ils avaient laissé très, c'était un travaux en fait, et il n'était pas au courant parce que c'était pas marqué, ou ça m'arrivait, moi-même en vacances, d'arriver, de dire bonjour, et de voir qu'ils sont coincés, ah, c'est Sandrine, non, en fait, c'est pas que c'est. Donc, moi, je me marre avec mon mari, mais enfin, ça fait un plusieurs mois, vous avez été informé. Oui, parce qu'il faut faire des devis avant et ça prend du temps. Et enfin, effectivement, on est tributaire des pannes informatiques, du fait qu'il faut appeler le réparateur qui vient, machin. Et donc, moi, justement, je fais aussi le lien, mais ça coûte des sous et puis des fois, ils ne peuvent pas faire les réparations et donc on n'a pas les informations. Des fois, le fournisseur il arrive et puis enfin, ah, mais tiens, dessiner, moi, on leur donne la tablette. Enfin, c'est vrai qu'au niveau de la communication, c'est pas facile parce que la communication est faite sur le site du tel ou tel château. Donc, il n'y a pas encore de procédure bien définie et donc, effectivement, c'est pas encore ça. Et par exemple, sur Facebook ou Twitter, il y a des fils de nouvelles d'actualité et l'information, un jour, c'est tout au bout du fil d'actualité, on ne le voit pas. Donc, voilà, en fait, comme j'essaie justement de conseiller un peu sur comment informer, mais oui, c'est pas encore parfait. Donc, vraiment penser à aller voir sur le site internet de l'endroit où vous voulez aller et de chercher, comme vous voyez, la petite liste, la petite endroit recherche, rentrer LSF dedans pour voir. Moi, j'ai ça en place. Moi, j'aurais une question pour les monuments. Est-ce que des fois, vous faites des interventions dans les écoles? Demander en fait pourquoi est-ce que nous, conférenciers, on n'intervient pas pour faire des conférences en classe? En fait, c'est pas notre métier. Nous, on est là pour accueillir le public au sein du monument, au sein du musée. On accueille le public. Si on fait les interventions dans le scolaire, dans les classes, c'est un rôle complètement différent. On n'est pas professeur, on est guide. Et c'est des métiers, des compétences complètement différentes. Et le rôle de l'école, ça peut être d'appeler, de contacter le musée et d'organiser une visite avec la classe, comme le font les classes d'entendants. Mais il y a une structure, une pédagogie spécifique au scolaire, et ensuite, nous, au sein du monument, on peut organiser une visite scolaire. Mais notre rôle, ce n'est pas d'intervenir et de faire tout en classe. Et je profite, vous-même, n'hésitez pas à interpeller votre professeur qui est là, qui se cache, pour qu'il vous donne un musée. Bonjour, moi j'avais deux questions. Alors, c'est des questions donc moi j'habite dans le 77, à Meaux. Déjà on a un peu d'interprète, tout ce qui est Moyen-Âge, etc. On est vraiment la campagne, donc c'est vraiment de venir à Paris. Mais alors que dans le 77, on a un contexte historique, on a il faut faire appel à l'interprète. Il y a des choses qui peuvent être faites. Et ensuite,
Bon, je sortis, mais des fois, je reste en attendant, et en fait, il n'y a pas d'interprète qui sont prévus pour les visites ou les activités qui sont organisées pour les enfants. Donc moi, je vais répondre. Vous parlez du château justement qu'il y a dans le 67. Effectivement, il y a des conférences qui ont lieu là-bas. C'est la personne, M. Carion, qui travaille là-bas. Et il y a peu de sous qui se mettent dans le public et qui vont faire les guides dans ce château. Donc c'est vrai que le château est un peu déçu d'avoir si peu de sous. Il y en a, c'est très exceptionnel. Il faut chercher sur internet les dates. Voir, alors, mais alors, dans la campagne à côté du château, à côté du château, justement. À côté de Melun, oui, par là-bas. Pardon. À côté, ouais. Et ben, on peut pas être là partout, en fait. Nos conférences, on est très très peu, donc on essaye de diffuser l'accessibilité. Merci en tout cas de me conseiller ce lieu, c'est intéressant. Moi, je peux peut-être répondre aussi. Moi, je peux, par exemple, s'il y a des personnes qui ont envie de visiter un musée précis, c'est possible de me contacter ou de contacter le RMN ou de contacter le CMN et qui se mettent en lien avec le musée. Alors, sur le site en fait du CMN, on peut trouver une liste de châteaux. Donc, si on veut chercher dans le 77, on peut chercher sur le château du 77 particulièrement. Et s'il n'y a pas de visibilité prévue, vous pouvez contacter Sandrine qui va potentiellement créer une visibilité ou quelque chose. Et il y aura besoin d'interprète, on fera ça en direct en langue aussi. Pour ce qui est des randonnées, effectivement, je comprends, c'est compliqué, c'est difficile. Mais par exemple, effectivement, en Suisse, il y a une personne qui est Monsieur Roger, qui est connu sur Facebook, qui vient de Suisse. Et il organise des randonnées justement sur l'histoire. Donc la culture de la montagne, les religions, etc. Et ça existe en France pas encore. Peut-être qu'il y a moyen de créer un groupe de personnes sourdes randonneuses. Je ne sais pas. Pour ceux qui aiment le sport, pour ceux qui aiment le sport et la culture. Par exemple, en bilan des Jeux Olympiques, on parlait de politique, des divers événements qu'on puisse passer dans le passé. Voilà. Et je passe le relais à une autre question. Bonjour à tous. J'ai une petite question. Alors avant, je voudrais expliquer ma situation. Moi, je suis en tendance. Mes deux parents sont sourds. Je suis très intéressée justement par tout ce qui est parce que je remarque bien que mes parents, justement, c'est pas facile, donc ils ont besoin d'interprète. Et c'est assez frustrant comme situation. Et en grandissant, parfois, moi j'étais de temps en temps, il fallait que j'aille interpréter. Et ensuite, j'ai fait mes études, j'ai eu une bague, j'ai choisi l'option LSS. J'ai eu 20 sur 20. Alors tout le monde dit bravo, merci à vous. Oui, voilà. J'ai eu 20 sur 20 au bac LSF. Parce qu'en fait, je suis intéressée. Parce que j'ai envie voilà, que les personnes puissent apprendre des choses sur la vie. Et voilà, qu'on puisse voyager et qu'on puisse accéder aux activités sur place. Que si on ne connaît pas quelque chose dans l'histoire, qu'on puisse savoir. Et donc, ma question, c'est donc, si moi je suis en France et que j'ai envie de faire une conférence dans un musée, est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'il y a une formation?
C'est moi qui réponds, c'est moi qui réponds. Non, en fait, en vrai, il est possible de faire un master d'histoire de l'art. Un master d'histoire, donc c'est un bac plus 5 pour les enfants. Alors moi, je vous avertis quand même. Moi, je suis bac plus 3 et j'étais embauchée avec un poste qui a valeur de bac plus 5. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres personnes sauf qui avaient et un bac plus 5 qui s'est embauché. Moi, je me suis présentée. Bref, le problème, c'est que en termes de personnes qui ont les compétences, parfois les entreprises ne comprennent pas que, ils peuvent embaucher une personne qui a un niveau bac plus 3 et qui sera passionnée. Jean-François et moi, tous les deux, on a un bac plus 3, mais on travaille très bien. Et en fait, il y a peut-être des personnes en courant à bac plus 5 qui vont postuler et qui sont prises en priorité. Parce qu'avec un master d'histoire de l'art, un master, voilà, ou aussi, peut-être, on pourra peut-être en discuter par mail, ce sera mieux, là, c'est un peu vague de ma tête, mais pour moi, à un moment, il faudrait qu'il soit un bac plus 5. Et c'est pas la peine d'avoir un diplôme d'interprétateur, c'est juste, après, ça peut être une compétence en plus. Pour dire, voilà, j'ai une deuxième langue, j'ai une langue principale, le français, et une deuxième langue, la LSF. Et donc, on pourra en discuter après, hein, en fait. Le problème, c'est que le monde de la médiation, etc., il est en constant au niveau des diplômes, c'est pas encore bien établi. Il y a des personnes, effectivement, de formation qui ont des compétences. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que pour un entendant comme un bac plus 5, tout être embauché. C'est une condition nécessaire à mon avis. Et après, l'objectif serait que les personnes soient aussi à égalité avec les entendants. Enfin, nous, voilà, on a fait notre parcours, on a été embauchés comme ça, mais il faudrait que l'on soit vraiment à égalité et mêmes compétences. Je pense que ça va se développer de plus en plus. Voilà, ça se fait dans plusieurs pays. C'est vrai qu'à l'université, il y a très peu d'ambition pour l'instant. Et j'espère qu'à l'avenir, ça va se développer. Il y a un vrai besoin. Oui, il y a Paris 8. En lien avec l'université Paris 8, ça fait. Mais alors, moi, j'ai déjà fait. Est-ce que c'est possible de faire Pardon. Et après, il y aura deux questions. Moi, je suis déjà à Paris 8, déjà à l'université Paris 8, et je suis au courant qu'il y a une option à l'ESF à mettre en application. Mais quand j'ai proposé en entrant, on m'a dit non, c'est pas la peine. Il vaut mieux faire un autre bac, un autre niveau de bac. Et j'ai eu très peu d'informations. Donc, moi, voilà, je réfléchis, j'ai des parents sourds, donc est-ce qu'on pourrait évaluer mon niveau peut-être pour me permettre d'avancer et d'être diplômée en LSF? Je sais que c'est pas assez, mais je voudrais ouvrir une première porte pour les personnes. Voilà, j'ai peu d'informations. Et voilà, du coup, j'ai fini par abandonner. Enfin, mes parents, quand j'ai voulu leur poser des questions, etc., on leur donnait de l'université et de la réponse, ils n'ont pas su comme répondre, et du coup, depuis, je suis à Lyon et je n'ai pas de diplôme. J'habite la ville où j'habite, le maire m'a appelé, il m'a demandé si c'était possible de venir interpréter des choses. Et moi, j'ai dit, j'ai pas le diplôme en fait, je ne peux pas. Mais après, ils ont voulu qu'on s'arrange, ils ont dit, ça pourrait être la médiation, pourquoi pas. Mais en fait, non, moi, je ne suis pas médiatrice, je ne suis pas interprète, je n'ai pas de diplôme. Donc, en fait, c'est ça, moi, je ne sais pas comment faire pour me former, je n'ai pas eu les informations, et je ne sais pas
Bonjour. Donc, puisque vous avez expliqué la différence c'est beau quand même comme parcours. Mais alors, il y a un point par rapport à la culture musicale, par exemple. Moi, je suis donc professeur du dance hip-hop. Et j'ai déjà donné des cours à Saint-Jacques, d'art plastique, de consigne, etc., dans différentes écoles, moi, qui suis intervenue. Et donc, vous pouvez faire ce genre d'intervention. Oui, moi, ce que je dis, en fait, ce qui est le plus important, c'est d'être compétent et de se bouger, en fait. Il ne faut pas toujours attendre des réponses, il faut des fois rassembler pour faire des choses. Bah, par exemple, voilà, si tu veux organiser un petit hip-hop, effectivement, il faut les motiver, construire le projet, et ça peut être long parfois. Et voilà, et on peut proposer des nouvelles formes de culture, des formes originales, mais c'est des choses qui vont être longues et qui vont être importantes. Il y a des choses, mais il faut encore en faire des choses. Ouais. C'est comme amener à ça, on essaie d'avancer, c'est comme les années 90, là, 2020, on avance petit à petit, en 2030-2040, les choses seront encore mieux. Je ne pense pas. Il faut continuer à ouais, donc ça prend je ne sais pas ici qui vous pouvez contacter la longue pièce, mais c'est la dernière question. Et après, on remballe. Donc, cette thématique sur les compétences, la culture, l'accessibilité pour les soins, enfin, c'est intéressant. Il y a évidemment les livres, les films, des choses qui sont trouvées qui sont adaptées au film, mais c'est pas des livres, des BD qui justement parlent un peu de la culture, de l'histoire. Alors, je veux être bien comprendre. Des livres mathématiques générales ou qui seraient adaptés aux personnes sourdes, adaptés aux personnes sourdes sur la thématique des sourds, de la solution. Donc, des livres sur la il y en a, mais la pédagogie adaptée à ça. Alors, sur la pédagogie adaptée, c'est pas facile parce que il y a des choses qui très bien. Hein. Moi, je peux dire sans problème des livres avec beaucoup de pages. Il y en a d'autres non, même des livres qui sont compliqués. Donc, c'est après à vous à chacun en fait de connaître ses goûts et de savoir ce qu'il peut lire et il y a des parents qui vont tout de suite accompagner leurs enfants à la bibliothèque, enfin, les accompagner dans la lecture. Mais c'est vrai que il y a des livres qui pour les enfants comment sont tout à fait adaptés aux enfants sourds, ou alors après vous avez les bibliothèques Chaptal, ou le pôle des bibliothèques à Paris qui peut parfois adapter pour les personnes sourdes. C'est soi-même en fait savoir ce qu'on aime, ce qui est adapté. Après, de la pédagogie adaptée aux personnes fortes, il n'y en a pas vraiment. C'est quelque chose de très personnel, c'est difficile de répondre comme ça. Si je donne une BD à un sourd qui n'est pas du tout intéressé par ça, ça ne va pas marcher non plus en fait. Il y a des personnes qui ont peur en fait, d'aller en bibliothèque. Mais vraiment, il faut oser y aller, tester les livres ou les ouvrir, la fermer. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Je profite, justement, par rapport là-dessus, vous savez que savoir l'histoire des sourds, c'est encore un peu compliqué. Au niveau des livres sur les thématiques, sur
tour la politique pour les tours, il y a plein de choses. Et vous pouvez trouver sur les sites des musées quand vous avez des listes. Bon. Je peux aussi le musée des Tours à Lyon. Là, il y a pas mal de choses sur le sport, sur la politique, la sculpture. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses liées pour les personnes blanches. C'est vrai, je n'ai pas pensé tout à l'heure. Vous avez pas mal de livres adaptés aux personnes blanches. Mais adaptés, mais vous avez pas mal d'ouvrages là-dessus. Voilà. Excusez-moi. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez pris ça bien. On va essayer d'en faire ça chaque année et sur différentes thématiques. On ferme la séance. Au revoir. Et voilà, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'elle a écrit? Je réponds à la personne. Arrête, tu dis. Arrête, baboui. Arrête. Bon. Donc, j'espère que le live vous a plu et que vous avez pu aimer, écouter. C'était sympa parce qu'il y avait deux interprètes normalement. Du coup, c'est accessible. Alors, en principe, la conférence a parlé des guides visites dans les musées, l'accessibilité, etc. C'était vraiment intéressant avec les intervenants différents. Les intervenants différents qui expliquaient leur situation, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Voilà, donc le lab va se terminer maintenant. C'était exceptionnel pendant la semaine mondiale des sourds. Comme lundi, j'en ai fait. Aujourd'hui, j'en ai fait. Par contre, je sais pas quand que je referai un live. En fait, demain, il y a un atelier de chanson hip-hop, pardon, à Morvan, dans le même établissement que vous avez vu dans le live. Et moi, du coup, j'organise avec mes élèves un chantier. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir à Morvan, qui est dans le 9e à Paris, à côté de la gare Sanada. Voilà, si ça vous intéresse, je pourrais essayer de faire un live si l'établissement accepte. Mais peut-être ça va durer genre une demi-heure, moins. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Et voilà. Voilà, et samedi, c'est la GMS, donc journée mondiale des sourds. Peut-être que je vais filmer rapidement, mais je pense plus personnellement un vlog. Un vlog avec ma caméra et je filmerai un petit peu tout ce qui se passe samedi dans la journée, plus la soirée avec Éloquence à IBT. Donc, je ferai ça plus tôt et je ferai des montages, etc. C'est à quelle heure? Demain, c'est à 17h jusqu'à 17h30 de l'après-midi. Mais il n'y a pas de live
Je t'avais juste moi qui va filmer avec mon téléphone, mais c'était pas à quoi ça va ressembler, mais voilà. J'ai quelques compétences en vidéo, c'est un intérêt, je peux faire quelques petites vidéos sur YouTube. Il n'y a pas de problème, ça peut super. Donc tu pourras me contacter par mail. Comme ça, je garderai tes coordonnées pour, à l'avenir si jamais j'aimerais bien que tu fasses des sous-titres pour une vidéo. Pourquoi pas? Petite question, est-ce que tu as des compétences en langue des signes? Voilà. Pas du tout. D'accord. Donc, contacte-moi avec mon adresse mail. Comme ça, je te garderai si jamais j'ai une vidéo à l'oral et que tu peux sous-titrer. J'espère que ça me fait plaisir que des personnes souhaitent m'aider pour les sous-titres parce que c'est vrai que c'est long. Mais aussi, j'aimerais bien que vous découvrez et vous apprenez justement comment on fait les sous-titres, à quel point l'accessibilité est important, etc. Voilà, donc voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être à demain, mais je suis pas certaine. Mais voilà. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Voilà, passez une bonne soirée. Dormez bien et bon courage pour demain. Tout le monde va travailler. Voilà. Allez, salut! Bonne soirée et désolée pour le bruit de Souti, mais il avait besoin d'attention. Voilà. Le plus dur, c'est d'éviter les fautes. Oh, peu importe. Le plus important, c'est que tu arrêtes accessible complètement. Et après, par rapport aux fautes, moi, je suis pas trop difficile pour ça parce que je sais que c'est pas le gros problème. Le gros problème, c'est l'accessibilité. Voilà, salut tout le monde! Et du coup, je vais couper et à bientôt. Je te retrouve bientôt.